la liberté. Bienvenue à l'école des possibles, là où l'équité est notre boussole, la diversité notre fierté et l'inclusion notre destination. Dans cette série balado, élèves, parents, enseignants et experts du milieu de l'éducation nous plongent au cœur d'initiatives qui ont transformé l'école en espace plus inclusif, faisant ainsi une différence positive dans la vie de plusieurs jeunes et de leurs familles. Que vous soyez parents, accompagnateurs, éducatrices ou simples citoyens intéressés par l'avenir de l'éducation, cette série offre des outils pratiques et des perspectives remplies d'espoir pour créer des environnements scolaires dans lesquels chaque jeune peut s'épanouir pleinement. Dans cet épisode, nous rencontrons deux parents, Camille et Dan. Leur fille de 8 ans a été diagnostiquée avec un TDAH, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils nous racontent comment l'école a été et continue d'être un soutien sans faille pour leur fille afin de trouver des solutions adaptées à ses besoins spécifiques pour qu'elle se sente bien et toujours incluse. En fait, Danaline, elle a commencé à la maternelle quand, au moment où on retournait à l'école après la Covid, mais c'était un peu tentatif. On avait les masques, on avait la distance, etc. Et donc, elle commençait sa maternelle comme ça. Et en plus de ça, elle avait un petit frère qui est né comme fin septembre de sa rentrée de maternelle. Et donc, assez vite après la rentrée, on a vu des problèmes apparaître de comportement, puis de difficultés à gérer un peu ses frustrations, ses émotions. Mais nous, on pensait que c'était la Covid, que c'était le petit frère. On avait tout plein de raisons, finalement. Et donc, c'est plutôt en première année, donc là, 1 an après, quand les problèmes continuaient, que là, avec l'école, on s'est dit, OK, il y a peut-être un peu plus. Surtout que les comportements qu'elle avait, l'école les avait déjà vus sur d'autres enfants qui avaient des TDAH. Donc voilà, donc c'est vraiment en première année qu'on a... Je pense qu'il y a en premier, spécifiquement, honnêtement, moi, j'ai pas trop vu avant l'école nous a appelés pour nous dire un grand truc. J'ai vraiment pas vu qu'il était trop différent que, tu sais, n'importe quel autre enfant. Mais quand l'école nous a appelés et nous a dit on avait besoin de vider la classe de tous les autres enfants parce que Daniel était dans une tellement grande crise qu'elle était en train de lancer des choses, et ça c'est assez sérieux que même si elle ne lançait pas directement à des autres enfants, c'est dangereux quand même. Et elle était dans tellement une grande crise qu'il ne pouvait pas la ramener du salle. Il fallait sortir tous les autres enfants. Ça, j'ai trouvé immédiatement, c'était un grand signe de quelque chose plus sérieux. Et c'est à 7 ans qu'on a vraiment commencé de parler à l'école et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Plusieurs choses. La première, j'entends le papa qui dit qu'il n'avait pas vu avant. Ça, là, c'est très courant. Marie-Hélène Desmarais, professeure agrégée à la faculté d'éducation de l'Université de Saint-Boniface, experte en conception universelle de l'apprentissage, inclusion scolaire et bien-être à l'école. C'est pas des parents qui sont pas attentifs aux besoins de leurs enfants, là. C'est que le contexte de la maison et celui de l'école, c'est 2 contextes qui sont excessivement différents. Et donc, qu'on a des enfants qui réagissent excessivement différents d'un contexte à l'autre. Il ne faut jamais oublier aussi que l'école, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup d'adultes. Alors, c'est des contextes qui sont moins contrôlés, j'aurais envie de dire, plus imprévisibles que le contexte de la maison.
Alors, c'est là où des fois, on va voir des comportements plus extrêmes ou plus impulsifs ou plus de difficultés avec les frustrations que ce qu'on peut voir à la maison. C'est normal, en fait, que l'école va voir en premier certaines manifestations de certains troubles pour 2 raisons. La première, le contexte, comme je viens de l'expliquer, est super différent dans la maison, donc on peut voir différentes choses apparaître. L'autre élément de réponse, c'est qu'à l'école, on a aussi souvent plus d'expérience avec différents enfants que les parents. Donc, on a l'œil plus aiguisé à reconnaître certaines manifestations de certains troubles. Donc, c'est très fréquent que l'école va être la première à dire « Hé, il y a un petit quelque chose ». Bien, c'est très simple comment l'école intervient quand ils sont les premiers à voir quelque chose. Ils communiquent et ils collaborent avec les parents. Toujours, c'est la première étape. On a remarqué que, avez-vous vu que... Et là, il y a comme une espèce d'ouverture à une conversation qui se passe. Ensuite, dépendamment comment ça se passe, on va aller chercher un peu plus d'informations. Des fois, on va faire une grille d'observation. D'autres fois, on va remplir un questionnaire. D'autres fois... Donc, il y a toutes sortes de façons de faire. On a des professionnels dans les services aux élèves, dans nos écoles, qui ont une formation un petit peu plus poussée, un petit peu plus aiguisée pour venir reconnaître ça. Et ensuite, on va venir faire appel à des professionnels comme des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes, etc., qui, eux, vont faire parfois des diagnostics ou des références vers des diagnostics. On connaît beaucoup plus de choses sur le TDAH. Par exemple, quand moi, j'étudiais en adaptation scolaire, on considérait en fait le TDAH comme un trouble neurodéveloppemental. On le voit encore un peu comme ça, mais maintenant, on sait que c'est surtout, d'abord et avant tout, un problème d'autocontrôle chez l'individu qui est causé par un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs. Donc, c'est finalement un truc super précis, le TDAH. Et en sachant que c'est un trouble d'autocontrôle, c'est-à-dire qu'on a un neurotransmetteur qui ne fonctionne pas comme il devrait. Alors, à cause de ça, on a de la difficulté à contrôler les pensées qui nous viennent, c'est-à-dire que toutes les pensées arrivent en même temps et ont la même importance. Et là, c'est comme à nous d'essayer de choisir laquelle on doit prioriser. Bien, si on sait maintenant que c'est une problématique au niveau de l'autocontrôle, donc de ma capacité à venir identifier quelle pensée est la plus prioritaire en ce moment, puis que ça, j'ai pas cette fonction-là de le faire de manière automatique comme les autres, bien, nos interventions vont être différentes, puis notre vision par rapport à notre élève TDAH va être différente aussi. Puis la médication qu'on va venir proposer va être différente. Parce qu'on comprend mieux le trouble. Donc, évidemment, on est en mesure de mieux le traiter, mieux y répondre, mieux intervenir, etc. Puis ça, c'est l'avantage de la connaissance, c'est qu'on la précise, on comprend mieux, puis on arrive à mieux faire les choses. Mais ça a le désavantage que tout change tout le temps. Donc, c'est vraiment là, un travail de collaboration et de communication entre l'école et la famille. Il veut autant que possible inclure l'enfant dans la classe. Il ne veut pas même la mettre dans le couloir. Il veut qu'il y ait tout le monde qui est sauf, mais il ne veut pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit même aujourd'hui? Il veut toujours l'inclusion. Mm-hmm. C'est inclure, vraiment important. Préserver la dignité. Et préserver la dignité, c'est exactement ça. Ici, ça fait référence à un concept qu'on appelle la réussite éducative. Quand on parle de réussite à l'école, on a longtemps parlé de réussite scolaire, c'est-à-dire tu réussis si tu as des A+. Maintenant, on conçoit la réussite comme quelque chose de beaucoup plus global que juste les notes. Les notes puis les résultats scolaires, ça reste important, on en parle toujours dans la réussite éducative, mais à ça, on ajoute le développement personnel de l'élève, les rapports, les relations entre l'élève, le développement socio-affectif. Donc, tous ces éléments-là sont désormais inclus dans ce qu'on considère comme la réussite. Donc, quand on parle de respect de la dignité, on cherche à développer un humain. On cherche à développer, quand on est à l'école, on cherche à apprendre à être un bon humain. On cherche à apprendre à se développer comme citoyen. On cherche à apprendre à se développer aussi comme individu. Et on sait que pour arriver à ça, il faut être bien à l'école, il
faut être respecté, il faut se sentir respecté. Donc, c'est ça le concept de la dignité. C'est on peut mettre des interventions en place, mais toujours pour préserver l'estime de soi, toujours pour préserver l'individu. On veut le bien de tout le monde. Et moi, ça m'a surpris et ils sont tellement bien à gérer ça. Ils ont déjà, comme c'est une école, ils ont déjà vu ça. Et il y a tout le monde, comme les profs, principal, vice-principal, comme tout le monde. Conseiller, tout le monde est autour de la table pour trouver la solution qui va fonctionner avec l'enfant. Yeah. Et concrètement, au niveau de la communication, Danaline a un genre de carnet, puis donc à chaque jour, on a un petit rapport de comment a été sa journée, s'il y a eu des incidents, etc. Et je me souviens, donc elle a ça depuis sa première année. Et je me souviens qu'en première année, donc elle avait 3 objectifs. Et la direction d'école m'avait appelée avant de commencer ça. Puis elle m'avait dit, voilà, un des 3 objectifs qu'on va mettre, de toute façon, elle le fait toujours. Parce qu'il voulait qu'elle ait quelque chose qui soit une victoire à 100%. Et les 2 autres qui soient plus à travailler. Et je trouvais ça sympa qu'ils incluent volontairement quelque chose où en fait elle avait rien de plus à faire. C'était déjà là. Pour l'estime de soi, c'était bien. Voilà, puis donc on les rencontre régulièrement, on a un très très bon dialogue avec l'école, on travaille vraiment bien avec. Et chaque fois, puis encore aujourd'hui on a eu une rencontre avec eux, ils commencent toujours par nous parler de ce qui est positif chez elles. C'est OK, d'abord on va vous parler de ce qui va bien, puis là ils ont toute une liste. Et après de ce qui est un petit peu plus difficile. C'est le sandwich de compléments. C'est ça, ouais. Yeah. L'importance de dire ce qui va bien. C'est pas toutes les écoles qui le font. Et je comprends parce que on manque de temps, on est occupé, on a des gros défis, puis on veut comme être efficace. Fait qu'on passe aux choses sérieuses, puis on parle des défis. Mais ce qu'on oublie souvent, là, c'est que parler du positif, ça rassure le parent, puis ça le rend plus aussi... ça le rend comme plus prêt pour la conversation parce que on voit son enfant pour ce qu'il est dans sa totalité. Puis un enfant, c'est jamais juste en défi. Il y a toujours une portion qui va bien. Alors de ramener ça, c'est super important pour le parent, mais c'est aussi important pour l'enfant. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut vraiment faire attention d'être authentique. Les enfants savent quand on met quelque chose sur le plan qui est fake. Quand on met quelque chose, parce qu'on sait qu'on l'a, l'enfant sait qu'il l'a tout le temps. Il sait que c'est pas un défi. Puis, éventuellement, et là, je dis pas que c'est le cas dans ce qu'on a entendu, mais je fais juste dire un bémol là-dessus de rester authentique parce qu'un enfant va vite voir qu'est-ce qu'on met juste pour avoir quelque chose de positif à dire. Et là, ça va venir entacher son estime de soi beaucoup plus. Donc, il faut rester authentique dans le positif qu'on donne aux enfants. Le défi, c'est que je pense que c'est la même chose pour toutes les personnes TDAH. Et ça change, ça évolue. Comme une chose, un médicament ou une stratégie qui va fonctionner à un moment, dans un mois, ça ne fonctionnera plus. Donc, il faut toujours être en recherche de nouveaux outils, de nouvelles stratégies, parce que l'enfant évolue, il grandit, parce que en tout cas, chaque jour est une nouveauté. La dame ici dit qu'avec le TDAH, ça évolue tout le temps. Elle a raison. Mais c'est pas juste le TDAH. Ce que la recherche nous dit, c'est que tout évolue tout le temps. Un enfant ou vous-même, vous apprenez différemment en fonction de si vous avez bien dormi ou pas. Tu sais, votre journée au travail va se passer bien ou mal en fonction de votre état émotif du matin, ce que vous avez mangé, comment vous avez dormi, les conversations que vous allez avoir eues en vous rendant au travail. Donc, tout ça évolue tout le temps. Et c'est ça qui est le défi, en fait, de nos systèmes d'éducation, c'est qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Il faut toujours être en train de se re-questionner, de mettre en place une intervention, de l'évaluer formellement ou informellement, mais de se questionner. « Hey, j'ai fait ça, ça a-tu marché ou pas? Qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois? » Donc, c'est un domaine qui est en constante évolution.
Et ça, c'est vrai, peu importe que ce soit TDAH ou pas. En première année, la première chose qui a été essayée, c'était de lui mettre son bureau tout à l'avant de la classe, comme contre le mur quasiment, pour pas qu'elle ait trop de choses à voir qui puissent embrumer le cerveau, là. Donc ça, ils ont fait. Elle a des tonnes de petites de fidget spinners, des bagues sensorielles, elle a plein de petits outils comme ça. Elle peut aller piocher pour se réguler, se calmer. Mais bon, encore une fois, c'est pas juste pour Danaline. C'est pour n'importe quel enfant qui aurait besoin de se calmer un peu. L'enseignante de deuxième année, donc après une première année très difficile, où encore une fois, elle avait passé comme bon nombre de journées au bureau de la direction. Début d'année, on rencontre l'enseignante comme tous les parents, hein, rien de spécial. Et là, elle dit à Danaline, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Et elle avait, je ne sais pas si elle avait acheté ou si l'école l'avait déjà, mais en tout cas, elle avait cette chaise-là. Et elle a expliqué, voilà Danaline, regarde cette chaise, je l'ai mise pour toi, c'est à toi, on va mettre ton nom dessus, tu peux apporter une couverture, un doudou, ce que tu veux. Personne d'autre a le droit d'y aller, c'est ta chaise et tu y vas quand tu veux. Et en fait, on a trouvé ça génial. Parce que ça voulait dire que déjà, c'était comme au niveau inclusion, c'était fantastique. Et puis ça a bien marché en plus. Toute la deuxième année, c'était pas mal plus tranquille que la première année. On est sorti de cette rencontre. À la maison, elle était déjà à chercher quelle couverture elle emmènerait, puis quel doudou, puis... Ouais, non, ça fait une différence. Je pense qu'elle était comme... Elle se sentait spéciale et fière d'avoir ça, comme, tu sais, parce que les amis qui voulaient aller dans la chaise devaient lui demander. Donc, quand tu as 6-7 ans, c'est ça, tu te sens important. Cette année, donc 8 ans, c'est l'âge où les enfants sont peut-être un peu moins sympathiques entre eux, on va dire. Et l'école, justement, elle a encore une chaise comme ça, mais ce n'est plus sa chaise à elle. Ça peut être utilisé par d'autres gens. Donc, ils font exprès d'ouvrir ce qui est fait pour elle, de l'ouvrir à d'autres pour pas qu'elle se sente... trop différent. La maman nous partage des stratégies qui sont plus de l'ordre de l'environnement, qui sont plus contextuelles. Puis ces stratégies-là sont super efficaces et sont très, très bonnes. La maman a probablement moins accès aux stratégies pédagogiques. Donc, on ne les a pas entendues, mais il y en a toutes sortes. On peut faire, par exemple, des interventions pédagogiques ou de l'enseignement de la matière de manière magistrale de façon beaucoup plus brève, de sorte que l'enfant a à se concentrer moins longtemps. Donc, on va venir segmenter, on va faire des petites sessions de théorie, puis on va les agrémenter d'occasions de pratique, de bouger, et on va utiliser tous les sens. On fait ça beaucoup avec les enfants en bas âge, là, c'est-à-dire qu'on va s'assurer de stimuler tous les sens au moment où on les fait apprendre quelque chose. Donc ça, c'est des stratégies qui fonctionnent super bien avec tous les enfants, mais principalement là, avec ceux qui ont un TDAH. Donc, il y en a probablement un paquet là, de ces stratégies-là qui sont mises en œuvre, puis qu'évidemment, les parents ont moins accès parce que c'est pas nécessairement de l'ordre du tangible. Puis il y a certains enseignants aussi qui doivent peut-être mettre ça en œuvre sans vraiment savoir qu'ils le font pour cet élève-là. T'sais, ils le font pour tout le monde, alors ils ne pensent pas de les nommer, mais c'est là. Donc, il y a toutes sortes d'approches pédagogiques comme ça qu'on peut utiliser pour les élèves. L'autre chose que je voulais préciser, c'est que j'aime comment on voit dans l'extrait que les interventions ou l'accès à la chaise, et là, ce qu'on entend, c'est qu'au début, c'est sa chaise à elle. Elle est la seule à l'utiliser, puis c'est OK. Mais plus elle vieillit, pour essayer de venir limiter l'effet de cette différence-là, on va venir ouvrir la chaise à tous ceux qui en ont besoin. Donc ça va faire en sorte aussi qu'on va préserver la dignité des élèves et on va limiter leurs différences. Et on va venir un peu aussi enseigner aux enfants que des fois, on a des besoins d'apprentissage puis on a besoin d'aide pour les combler. Puis ce qui aide aussi les enfants à voir ça puis à comprendre ça, c'est quand les enseignants font la même chose. C'est-à-dire que quand l'enseignant va dire, par exemple, « J'ai pas bien dormi cette nuit, je suis fatiguée, j'ai de la misère à me concentrer. Donc aujourd'hui, quand vous allez faire du travail individuel,
madame va venir se mettre une coquille sur les oreilles pour limiter le bruit autour, pour pouvoir m'aider à être plus concentrée. Ou madame va utiliser une bague pour essayer de me réguler puis de me centrer dans le moment présent. Ou on va fermer les lumières parce que j'ai mal à la tête. Là, je donne toutes sortes d'exemples, mais plus l'enseignant va venir modéliser ce que c'est, un, avoir un besoin, et deux, les stratégies qu'on prend pour le combler, plus ça devient normal. Et donc, les élèves vont changer leur façon de voir. Parce que si madame utilise les fidgets, bien, c'est normal, donc. Hein? C'est pas parce qu'on est moins bon, ou etc. Donc, ça, c'est aussi là, les enseignants qui font ça. Ils ont une ambiance ou un climat de classe qui est plus accueillant en règle générale. Moi, j'étais surprise, mais avec une positivité comme que j'ai jamais vue d'une école avant. Comme vraiment, la prof était vraiment... Je pense qu'ils l'ont préparée, la prof, comme sa dernière prof a probablement parlé à elle. Et elle était incroyable. Et elle était vraiment... Comme elle a déjà pris, tu sais, des examens sur ça. Elle s'est vraiment informée sur comment aider. Je ne sais pas si la chaise est venue de sa dernière année où elle avait quelqu'un comme ça déjà, soit elle était déjà préparée pour ça. Mais c'était absolument incroyable de voir une école avoir tellement de patience et prendre tellement un intérêt à aider quelqu'un. Ouais, tellement. Ils sont toujours positifs. Comme on se sent soutenu, mais depuis le premier jour, il n'y a jamais eu une journée où ils ont dit « Oh ben, ça commence à bien faire, faut faire quelque chose ». Non, c'est toujours dans le positif, toujours « Ok, comment on peut faire encore mieux ?» Non, vraiment une bonne école qui n'a pas peur de se remettre en question. Si quelque chose ne marche pas, c'est pas grave. On cherche autre chose. On pense à autre chose. Ils essayent. Mm-hmm. Ils essayent, ça marche pas. Puis ils continuent. Je suis tellement heureuse que ce soit l'expérience que les parents ont. C'est-à-dire que c'est une expérience qui, malgré les défis, semble positive. Tu sais, ça semble vraiment positif. Les parents se sentent soutenus, accompagnés. Ils sentent aussi, tu sais, ils le disent pas comme ça, mais ils sentent que leur fille est aimée à l'école. Tu sais, qu'on a son bien-être à cœur. Ce qui me rend triste, par contre, c'est que les parents sont surpris. Les parents n'ont pas vu ça avant. Alors que ça devrait être la base. L'expérience qu'ils ont, qui est très positive, puis bravo à l'école, ça devrait juste être la norme. C'est ça que tous les parents et tous les enfants devraient avoir à l'école. Puis c'est ça qu'on vise avec l'inclusion. Évidemment, on a encore un chemin à faire, mais ça me rassure quand j'entends ce genre d'expérience qui est très positive parce que je me dis, OK, on avance dans la bonne direction. Merci à nos intervenants. Camille Harper, Dan Harper et Marie-Hélène Desmarais. À l'école des possibles est une série balado produite par La Liberté et rendue possible grâce au soutien financier de la Winnipeg Foundation. Réalisation et enregistrement, Mehdi Bérédad. Entrevue et voix off, Morgane Lemay. Montage, Mehdi Bérédad et Alicia Régnier. Graphisme, Sonia Rousseau. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci à nos partenaires, l'Université de Saint-Boniface, la Division scolaire franco-manitobaine, la Division scolaire Louis Riel, le Bureau de l'éducation française du Manitoba et les éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de l'École des possibles ainsi que d'autres ressources éducatives sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
liberté.